Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une nouvelle vidéo et avec l'ami Greg, aujourd'hui on va vous refaire un top 20, un top vous savez passionné, personnel sur différentes thématiques dans le monde du ciné, des séries, etc. On vous avait fait nos licences préférées, il y en a eu d'autres qui sont sortis là sur la chaîne et cette fois dans ce top on va vous parler des plus grosses déceptions de notre vie face à... Alors, pas toutes les déceptions, hein. Bien évidemment, on va se concentrer sur les films, les séries, peut-être mon cher Greg as-tu des animes, je ne sais pas. Donc voilà. Comment vas-tu mon cher Greg? Est-ce que tu es prêt pour ce top 20? Je suis prêt, mon corps, j'ai préparé mon corps, je suis allé me mettre au soleil, je suis allé après, je me suis jeté dans de la glace, je me suis dit il faut que mon corps soit en choc pour me préparer à ce qui va être mentalement une des vidéos les plus dures, de parler de tous ces traumatismes que nous avons eus sans pour autant nous allonger comme ça sur un divan. C'est une vidéo qui va être émotionnel sans doute. Alors je vous explique un peu comment on va fonctionner. On va faire chacun notre tour de la 20e à la 11e place d'une traite. Comme ça, voilà, on expédie un peu la première moitié du top. Et puis ensuite, de la place 10 à 11, on va faire à tour de rôle. Mon cher Greg, tu commences. Donc de la place 20 à 11. Tu vas voir, moi dans le mien, il y a des trucs qui vont te faire, je pense, un peu bondir. Euh, Peut-être que dans le tien aussi, il y a des trucs qui vont me surprendre, mais bon, c'est purement subjectif. Et alors, un truc qui est très important pour comment définir déception, ça veut pas dire les pires trucs qu'on a vus dans notre vie. C'est des trucs qui nous ont déçus parce qu'on les attendait, parce que, par exemple, une série peut très mal se terminer, ça déçoit beaucoup, etc., etc. C'est pas le pire du pire. C'est nous par rapport à nos attentes, nos espérances, par rapport à ce que l'on pouvait imaginer, c'est de la déception. Voilà mon cher Greg, c'est parti de 20 à 11. Je t'écoute attentivement, mon corps est également prêt. Et alors pour ceux qui se posent la question, c'est un maillot de Brandon Ingram et il n'y en a pas beaucoup sur le marché de celui-là. À toi mon cher Greg. Alors, mon cher Kerr, eh bien, je vais essayer de faire vite, ce qui va être compliqué. Mon numéro 20, c'est la fin de How I Met Your Mother, une des séries qui avait démarré comme une des séries que j'ai préférées de l'histoire. Et alors, à la fin, j'ai trouvé ça tellement nul et attendu que, en tout cas, j'étais vraiment déçu de cette fin. Evangelion 1.0. Evangelion est le film. Evangelion, la série, est une des séries d'animés que j'ai préférées dans l'histoire. Et j'attendais ce renouveau comme un truc de ouf. Je suis allé au ciné et c'était une dinguerie, quoi. Et puis bah, c'était Evangelion, je sais pas. En fait, j'en attendais juste trop et cette déception, elle est vraiment de ma faute puisque au fur et à mesure des films, ça a apporté de plus en plus. Mais vraiment, je me souviens d'être sorti de cette première projection. Je me suis dit, mais que se passe-t-il? Numéro 18, qui aurait pu être franchement beaucoup plus haut, c'est les animaux fantastiques. On sort des Harry Potter, on sort, c'est incroyable. On nous dit Warner va nous refaire la magie des Harry Potter au cinéma. Et alors, les animaux fantastiques, franchement, je me suis dit, mais c'est nul. Et après avoir revu le film n'est pas si nul, il n'est pas bon, mais il n'est pas si nul. Mais c'est juste que là, j'attendais beaucoup trop de cette potentielle suite des Harry Potter. Et en tout cas, ça n'a pas brillé aussi fort. 17, la série Heroes. Pour ceux qui s'en souviennent, une série qui a un démarrage parfait, une tension chaque semaine, des mystères, l'homme à lunettes, il faut sauver la pom-pom girl pour sauver le monde. Autant de principes qui avaient commencé à casser Internet. On était vraiment sur une série qui avait une force incroyable. Et elle est morte tout simplement parce que plus personne s'y intéressait. La fin de Dexter, j'ai été déçu, très très déçu par cette fin qui, je pense, n'atteint pas le summum moral qu'aurait pu atteindre la série. Je pense qu'elle a vécu trop longtemps. Elle aurait dû s'arrêter avec la saison sur le personnage de l'humaine, si je ne me trompe pas.
Donc, mon numéro 15, c'est Carol and Tuesday. Carol and Tuesday, c'est l'anime qui était censé être le grand retour de Shinichiro Watanabe, le créateur de Cowboy Bebop, de Samurai Champloo. Je me suis dit, ça va être ouf. Et d'un seul coup, je me retrouve face à une série où il y a deux demoiselles qui chantent. On est dans un monde un peu futuriste, il y a un peu des IA, etc. J'avais vraiment mis la moitié de la saison à accepter que ce n'était pas ni un polar, ni d'action, et que c'était vraiment juste ça. J'attendais un twist qu'il n'y a jamais eu. Mais par contre, c'est là où en fait je veux dire que toutes ces déceptions ne sont pas des déceptions qui ont tenu dans le temps. J'étais extraordinairement déçu à l'arrivée. Mais par contre, franchement, mais quelle masterclass d'avoir vraiment expliqué quels seraient les pièges de l'IA juste avant que l'IA arrive dans nos vies. Donc ça, Carol and Tuesday, déception au premier visionnage, mais masterclass au deuxième. Numéro 14, Joey, la série qui était censée être le spin-off de Friends. Évidemment, Friends était ma série préférée de l'époque. Un spin-off, je me suis dit ça va être oufissime, ça va être incroyable, c'est la série, une des séries les plus regardées de l'histoire, c'est sûr qu'ils vont mettre le paquet, et c'est un petit spin-off, tout petit, tout étriqué, peu de décors, d'ambition, et encore une fois, la saison 2 de Joey, je l'ai trouvée extrêmement bonne, donc d'une déception, on peut parfois arriver à mieux. Numéro 13, déception que je partage avec Ryan Reynolds, je parle de Green Lantern de 2011. C'était l'arrivée de Green Lantern, qui est un de mes super-héros préférés. C'est le corps des Green Lantern, donc c'est pas un super-héros, c'est un corps entier, c'est plein de super-héros qui ont énormément marqué DC, avec Hal Jordan. Vraiment, il y a tellement de Green Lantern qui sont exceptionnels. Je me suis dit, ce film, ils veulent en faire quelque chose, une promotion énorme, un matraquage à l'époque à la télé, sur Internet, vraiment, c'est extrêmement présent. Et le film est nul. La déception ne peut pas être plus grande. Au moins, Ryan Reynolds, il a gagné sa femme. Il s'est marié avec sa co-actrice après coup. Moi, je n'ai que de la déception sur ce Green Lantern. Numéro 12, je suis pas un grand fan des aliens, mais quand on me dit Alien, oui, mais on va t'expliquer le lore de Alien. Alors là, je me dis Prometheus, mais c'est une promesse que j'espère tenue. Du coup, en 2012, j'ai hâte de voir du coup ce Prometheus. Pareil, on a vraiment un gros teasing sur le fait qu'il va y avoir vraiment des informations sur le lore d'Alien majeur et tout. Et juste des films de peur, ça m'intéresse pas trop, les jumpscares et tout. Là, c'est du jumpscare, mais avec un lore de science-fiction dans l'univers de Ridley Scott qui nous a fait Blade Runner. Je me dis, mais où est-ce qu'il va aller? Ça va être fou. Et le film ne m'a pas parlé du tout. Alors, je sais que maintenant, entre les scènes qui ont été dévoilées, coupées, entre le texte des jeux d'acteurs qui a été coupé, on sait beaucoup plus de choses sur le lore, et on sait des choses très intéressantes sur le lore d'Alien qui sont dans les bonus du DVD Blu-ray, ce qui est complètement fou d'aller mettre le lore aussi caché, mais franchement, une grosse déception ce film. Je suis tout simplement pas retourné voir des aliens au cinéma depuis. Quantum of Solace, c'est mon numéro 11, mon cher Kerr. Pour moi, Daniel Craig et Casino Royale, c'était vraiment un retour exceptionnel de James Bond. Ça allait être oufissime, j'attendais de plus en plus de chaque opus. Et je me suis ennuyé, mais vraiment force d'une fraîcheur incroyable. C'est vraiment force 7 sur Quantum of Solace. Je me suis particulièrement ennuyé et j'étais particulièrement déçu. Le film est propre, mais il n'a rien de la magie et de l'émotion que peut avoir Casino Royale. J'étais particulièrement déçu par Quantum of Solace. Voilà pour mes numéros 20 à 11, mon cher Kerr. J'ai essayé d'être court, j'espère que j'ai pas été trop long en tout cas. Dexter, j'aurais pu le mettre. Franchement, je suis d'accord avec toi, déception aussi. Toi, t'as parlé de Prometheus, moi c'est Alien Covenant.
Autant Prometheus, il y a plein de choses que j'arrive à comprendre, mais alors Alien Covenant, je déteste ce film, alors que je suis un grand amoureux de la saga Alien. Donc voilà, bon bah c'est à mon tour. Alors, bon je te préviens, le numéro 19 va te surprendre. Mais tu m'insultes pas et tu écoutes l'explication avant de t'énerver. C'est parti. Mon numéro 20, c'est Le Monde de Dory de Pixar. Alors j'aurais pu choisir un autre du côté de Pixar, Les Indestructibles 2 ou Monsters Academy. J'ai choisi Dory parce que c'est celui que j'aime le moins des trois. C'est pas des films que j'attendais, mais en tant que grand fan de Pixar depuis leur début, depuis Toy Story et puis après Mille et une pattes, etc., etc. Moi, à la sortie d'un Pixar, c'était un événement. Ils sont allés hyper haut avec là-haut, Toy Story 3, Ratatouille, Wall-E, etc. Et derrière, je découvre qu'ils sont capables de faire des films sans magie. Juste là pour faire revenir les familles, récupérer de la piécette, merci Disney, et au revoir. Donc très déçu par le monde de Dory, comme j'ai dit, par la tournure que prenaient certains Pixar. Le numéro 19, il faut le remettre dans un contexte. C'est Le Retour du Roi, le Seigneur des Anneaux. Pourquoi? Parce que quand je l'ai vu en avant-première. Mais pour avoir le droit à l'avant-première, il fallait d'abord se farcir tout le marathon. C'est-à-dire que j'ai fait la communauté nano version longue, 15 minutes de pause, et les deux tours version longue, 15 minutes de pause. Un kiff monumental sur les deux. Arrive le Retour du Roi, et ben pour le coup j'ai été un peu refroidi et je tiens à dire que je n'étais pas le seul dans une salle bondée, immense et bondée. Il y a beaucoup de gens qui se sont marrés à certains moments. Et moi j'ai bloqué sur des scènes très bêtes. L'arrivée des spectres, je trouvais ça moche. La scène à la fin où ils rigolent tous autour de Frodon qui est dans son lit. Vraiment j'ai bugué sur la scène. C'est après coup, en le revoyant 2-3 jours plus tard, une fois que le film était sorti, que bah non, en fait, le film est ouf. Et du coup, c'était plus du tout une déception, mais sur le coup, déception. Déception aussi pour Mad Max Furiosa, le film en lui-même, donc 18e. Le film en lui-même n'est pas mauvais, loin de là, mais j'ai pris une telle claque avec Mad Max Fury Road que vraiment je mets très très haut. Et voilà, en blockbuster américain qui casse les codes et qui met une claque là où tu les attends pas. Il y a eu Matrix, et puis après, pour moi, il y avait Fury Road, pour vous dire vraiment, je le mets très haut. Et là, Furiosa n'a pas réussi à recréer ça. Donc, je suis sorti du film franchement déçu, tout en ayant conscience d'avoir vu quand même un bon film, hein, mais pas aussi waouh que Fury Road. 17ème, alors j'ai un peu triché, j'en ai mis deux parce qu'en fait je les déteste tous les deux et je suis hyper déçu parce que j'aimais bien ce qu'avait fait Neil Blomkamp avant, en l'occurrence le réalisateur de District 9, Elysium et Chappie. Pour moi, la magie Neil Blomkamp, disparition instantanée, pardon, ça veut rien dire ce que j'avais dit. Et dans la foulée, savoir qu'il allait pas faire Alien 5 m'a ravi. Le numéro 16, c'est Les Gardiens de la Galaxie 2, parce que j'attendais énormément ce film, j'avais beaucoup aimé le premier. J'ai été déçu, alors qu'il y a des choses qui sont bonnes hein, dans Les Gardiens de la Galaxie 2, mais on est très loin de ce que Gunn avait fait sur le premier. Donc voilà, je l'ai mis 16e. 15e, j'aurais pu le mettre plus haut, mais en fait, je ne l'ai pas mis plus haut parce que dans les faits, je crois que dans mon fort intérieur, j'en avais rien à carrer dès le début. C'est Les Anneaux de Pouvoir. Et malgré tout, il a quand même réussi, la série a quand même réussi à me décevoir. J'avais senti le piège, le fait qu'ils aient pas les droits surtout. Je me suis dit, waouh, ça sent pas très bon dans le contexte actuel des productions de séries. On n'est pas à l'abri d'une entourloupe, du coup, je l'attendais pas plus que ça. Enfin, c'est à notre pouvoir, c'est à notre pouvoir, pardon, et saison 1, saison 2, je m'en fous. Donc, du coup, c'est terrible à dire, mais quand on est sur le Seigneur des Anneaux, j'en attendais tellement. J'étais conscient que ça pouvait franchement être ça, mais avec les trilogies de Jackson, ça aurait dû être bien mieux que ça. Donc 15e, mais j'avais pas envie de le mettre plus haut. Il y avait pour moi, il y a des personnellement de bien plus grosses déceptions. 14e, alors ça a été la douche froide de l'année, c'est Silo, la série avec Rebecca Ferguson, qui, si vous n'avez pas lu le bouquin, est franchement plutôt pas mal. Mais alors, si vous avez lu le bouquin, moi, ils ont fait des changements. C'est la clim. Alors vraiment, là, pour le coup, moi, c'est... mais au point où j'ai arrêté. Alors que vraiment, les bouquins, je les aime beaucoup. Donc, mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder Silo. Hein. C'est une bonne série, très bon casting. Il y a Rashida Jones dedans, donc c'est forcément génial.
mais par rapport au bouquin, non. La 13e, alors là, mon cher Greg, je suis dépité par la dernière saison d'House of Cards. House of Cards était une série que j'adorais énormément. La série qui a lancé Netflix. euh, avec mon acteur préféré de l'époque qui était Kevin Spacey depuis American Beauty. Déjà, la série avait perdu un peu en force. Je trouvais que Kevin Spacey devenait insupportable. Et puis, on a le scandale Spacey, donc, qui est poursuivi, disgracié, qui est viré de la série. Et Netflix a l'opportunité de faire une dernière saison. Euh, alors, pas forcément pour régler ses comptes avec SpaceX, c'était pas l'idée, mais pour mettre en avant Robin Wright, un truc hyper intéressant et tout. Et c'est une purge. Mais c'est une purge. J'ai jamais vu une série où les mecs sont à l'écran, et les nanas sont à l'écran, et où tu sens sur leur visage et sur partout, il y a des messages qui clignotent, où t'es pitié, vite, allons jusqu'à la fin de la saison, terminons de tourner ce truc infâme. C'est une catastrophe que la dernière saison d'House of Cards, elle est complètement à côté de son sujet sur tout. C'est un immense gâchis. 12e Justice League de Josh Whedon, parce que ça faisait des lustres qu'on espérait voir Batman, Superman, Aquaman, Flash, Wonder Woman, Cyborg ensemble. C'était les Avengers de DC. Et Josh Whedon, il a fait des épisodes de Buffy nettement meilleurs. Donc forcément, la déception est grande. Donc 12e. 11e, alors là, pas content du tout. Je suis une légende, mon livre préféré. Le film de Will Smith, avec Will Smith a d'énormes qualités. Ils ont changé plein de choses, mais why not? Mais alors, par contre, ils ont littéralement dénaturé la fin. Le pourquoi du Je suis une légende. Le bouquin, le pourquoi de Je suis une légende est l'immense force de cette œuvre. Dans l'adaptation avec Will Smith, c'est une immense blague. Donc, je l'attendais énormément. Je suis sorti douché. Donc, il est 11e. Voilà, mon cher Egg. Il y a des trucs qui te surprennent? Te connaissant, non, à part le retour du roi. Je trouve ça étrange. Mais j'ai expliqué pourquoi. Le Oui, film, oui, oui. aujourd'hui, est top, 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 top. Mais mon premier visionnage m'a un petit peu... Et tu sais que j'ai pas cité, par exemple, l'Attaque des clones, mais j'ai vécu dans le Retour du Roi. C'était dans le même cinéma, donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Mais vraiment, salle pleine, avant-première, Padmé qui tombe du vaisseau, toute la salle, et qui se relève en faisant ça comme ça sur son épaule, toute la salle pliée. Il y a eu des moments dans le Retour du Roi où la salle rigolait. Après, c'était des fans, on était dans une attente démesurée. On venait de se manger 8 heures de film juste avant. Il y a peut-être des raisons qui font qu'on n'était pas dans forcément les meilleures conditions possibles et j'ai été très très dur avec certaines scènes du Retour du Roi. Voilà. Ceci étant dit, tu vois, en faisant ce top des déceptions, je me suis rendu compte que beaucoup de trucs que je citais là, dans les déceptions, tu les sors aujourd'hui, t'as rien à redire. Parce que les films qui sortent aujourd'hui sont nettement en dessous. Voilà. On y va, tu fais le numéro 10. Alors, le J'ai hâte numéro de savoir ce que 10, c'est Les Bronzés 3. Je suis de la génération... C'est vrai, j'ai oublié. Je suis de la génération où les bronzés et les bronzés font du ski, c'était une espèce de religion. Les bronzés font du ski. Les gens parlaient en fait par citation du film de l'un à l'autre. Tu ne connaissais pas quelqu'un en vacances et tu pouvais lui parler par citation interposée. Donc du coup, c'est vraiment une bulle culturelle totale, les bronzés. Et les bronzés 3, bah, c'est tout ce qu'il peut y avoir de pire pour un retour. Il y a rien. Le film est une espèce de truc vide, vulgaire, nul. Enfin, j'ai pas envie Moche. de faire la vidéo sur ça, mais c'est vraiment juste... ce serait tellement mieux que ce film n'existe pas. Et du coup, une grosse déception. Je l'ai vu avec des copains. C'est incompréhension. Et ça a, quelque part, fait passer
les Bronzés 1 et 2 qui sont devenus, je trouve, moins cultes. Alors peut-être qu'on a vieilli, mais autour de moi, j'entends moins parler des Bronzés 1 et 2 depuis le 3. Eh bien, c'est à toi, mon cher Car, pour ta déception numéro 10. Alors, mon numéro 10, c'est La Menace Fantôme, Star Wars épisode 1. Alors, je vais pas vous refaire l'histoire de comment j'ai vu ce film, mais parce que c'est un running gag de Cut & Click. Mais en fait, je l'attendais énormément de manière démesurée, comme plein de fans de Star Wars. Parce qu'en fait, de notre génération, Greg et moi, c'était littéralement le premier Star Wars qu'on pouvait voir au ciné. Alors, il y avait eu la ressortie remasterisée de la trilogie originale, bien sûr, qui avait eu lieu quelques années auparavant. Mais en nouveauté, enfin voilà, c'était le retour de George Lucas. On imaginait des trucs de Maboule. On avait eu la magnifique affiche dans Ciné Live. Il y avait la bande-annonce qu'on avait regardé des centaines de fois, etc. Enfin, moi, le film, je l'attendais énormément. Et c'est vrai que sur le coup, en plus, tu vois, on était 99, j'avais 16 ans, tu vois. Donc, moi, j'étais parti le voir. J'avais dans ma poche mes sous pour aller ensuite à, je sais pas quel supermarché il y avait à côté, mais dans le gros supermarché de la ville pour aller chercher mes petits goodies du Seigneur des Anneaux, de la menace fantôme. Et le film m'a déçu. Il m'a déçu, je m'attendais pas du tout à ça. Jar Jar Binks m'a clim aussi. Donc très déçu. Après, voilà, la menace fantôme, c'est comme la prélogie. Il faut avoir du recul. Et quand on a du recul, il y a plein de choses qui sont ouf. Enfin, je veux dire, quand j'étais devant la menace fantôme déçu et que j'avais Duel of the Fate dans la tronche, j'étais pas en train de me rendre compte que du haut de mes 16 ans, en direct live, que j'écoutais un morceau de ma boule, qu'il y avait plein de choses dans le film qui étaient quali. Mais ça, voilà. Mais sur le coup, vraie déception sur la menace fantôme. Il y a eu la même déception, mais j'étais prévenu sur l'attaque des clones. Autant j'ai changé mon regard sur la menace fantôme, autant l'attaque des clones, j'ai pas changé. Donc voilà la menace fantôme 10. À toi, mon chat Greg 9. Surpris par la menace fantôme ou non? Non, je m'y attendais tout à fait. Numéro 9, eh bien, de mon côté, c'est Dragon Ball Evolution. Alors, Génération Club Dorothée, Dragon Ball, c'est quelque chose. On nous dit, il va y avoir le film Dragon Ball, on va mettre un budget, on va faire un truc, tout. Comment il s'appelait ce gars? James Matters, le gars de Buffy qui s'appelait Spike. James Masters. Masters, bon. Et donc, en gros, le truc, c'est que je voyais un des commentaires la dernière fois qui disait vraiment quasiment tous les noms de cette vidéo sont écorchés, c'est bien la culture culténique. Ouais. C'est tout à fait tu sais ça. que les deux héros Dragon Ball, excuse-moi de te couper, mais les deux héros Dragon Ball, ils ont ensuite bossé ensemble sur Shameless US et ils étaient excellents tous les deux ensemble. Ah non, mais c'est pas un échec d'un individu, hein, c'est un échec collectif, hein, Dragon Ball Evolution. C'est en fait le moment où on se dit, mais que se passe-t-il? Une des plus grandes licences, ne serait-ce que lucrativement, hein, c'est-à-dire que on pourrait dire, oui, Hollywood, ils n'ont pas respecté ce chef-d'œuvre indépendant japonais parce qu'ils ne comprennent pas. C'est même pas le sujet, en fait. C'est qu'ils ont acheté les droits d'un des animes les plus populaires et lucratifs de l'histoire, et ils se disent on va en faire un téléfilm tout pourri qui va coûter pas cher et qui va faire un peu d'audience. En gros, à Hollywood, il y a le terme de braquage qui existe, donc un heist. En fait, l'idée, c'est tu fais un film qui est vraiment pourri, qui te coûte rien, tu lui fais beaucoup de com, donc tu le sais, etc. Tu lui fais beaucoup de com. Enfin, le but n'est pas de faire des films pourris, hein, mais en gros, tu sais que tu vas faire un film qui est pas génial. Le film est encore moins bon que tes attentes. Donc, en gros, tu mets un gros budget de com, tu essaies de faire énormément de ventes de places pendant 2 semaines, parce que tu sais qu'après, le bouche à oreille va tuer le film. Et en fait, je me dis, mais comment, quand tu pars du principe que tu as une des licences les plus lucratives, tu te dis que tu vas faire un braquage? Je sais pas. Mais il n'y a rien qui va dans ce film. Il n'y a rien. Enfin, il y a énormément de vidéos d'analyse du film et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
ils se sont vraiment mais essuyés les pieds sur le lore. Je me demande combien d'épisodes ils ont pu regarder, s'ils ont regardé des épisodes. Et c'est vraiment le moment où, tu sais, Hollywood peut te sortir des phrases qui sont quand même collector, du style on a préféré ne pas s'inspirer trop de l'œuvre principale pour pouvoir créer, mais fais ton truc à toi, en fait, plutôt que de faire du mal à tous les fans. Enfin bref, il n'y a rien qui va, donc je vais pas faire plus long. C'est une catastrophe. C'est naturellement ma 9e place. C'est à toi, mon cher Kerr. Ok. Moi, à ma 9e place, il y a Suicide Squad, le film de David Ayer. Alors pourquoi le mettre dans ce classement? Eh ben parce qu'en fait, j'avais au départ, hein, quand le projet a été annoncé, j'en attendais rien de particulier. C'est marrant parce que en plus, Suicide Squad, la genèse, la promo, la sortie, les retombées, la fausse suite de James Gunn, tout ça, on l'a vécu sur Cut and Click, parce qu'on était déjà là depuis un paquet d'années. Donc, c'est des éléments qui nous sont parlants. Et donc, Suicide Squad, j'en attendais rien. On a le premier trailer, je le trouve génialissime avec la musique qui est parfaite. Là, ça faisait ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, avec Margot Robbie qui avait la tête penchée, etc. Enfin, la tête à l'envers. Enfin, bref, cette bande-annonce là, vraiment, je la trouve top. Et alors, vous allez voir que dans mon top, il y a beaucoup de films où c'est vraiment la bande-annonce qui m'a piégé de ouf. Donc voilà, et le truc, le film sort, et les premières critiques sont dithyrambiques. Film exceptionnel, d'ici en force, etc., etc. On en parlait avec Greg, on se dit, waouh, mais c'est trop bien et tout. Et puis la deuxième salve de critiques sort, et là, les deuxièmes critiques commencent à dire, c'est pas terrible ce machin. Et les premières critiques publiques dont nous sortent, et là, c'est une catastrophe. Le film est, franchement, il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Donc c'est un film qui m'a déçu pour ça, un film qui m'a aussi, ça a été le vaccin contre les premières critiques faites par des influenceurs ou de la presse, etc., qui vont à une avant-première d'un studio, et puis que du coup ça arrive pas à chaque fois et ça arrive pas à tout le monde, je généralise rien du tout, mais là au coup sur Suicide Squad ça a été assez violent. Donc non, hyper déçu. Puis le Joker, terminons avec le Joker. Moi, où en est le procès de Jared Leto? Alors Jared Leto a des procès, mais sur le Joker, il en a pas. Et franchement, c'est limite parce que il a pas été aidé par le montage. Et puis on a David Ayer qui s'est plaint à n'en plus finir. Ceci étant dit, David Ayer, j'ai vu d'autres films de lui, dont un avec Schwarzenegger, qui était 100 fois pire que Suicide Squad. C'est pour vous dire vraiment que David Ayer, là, j'ai vraiment envie de lui dire d'aller voir ailleurs, quoi. À toi, mon cher Greg, pour ton numéro 8. Mon numéro 8, mon cher Kerr, c'est un qui... Là, on est sur des trucs qui peinent. Hein. Mon numéro 8, mon cher Kerr, c'est des Robins des Bois. Donc, pour moi, un des plus grands créatifs... Salut Pierre. C'est le fameux Salut Pierre, moi, ça me fait marrer. Hein. Français, c'est Alain Chabat. On sort de Mission Cléopâtre. C'est pareil, donc on parlait des Bronzés qui était un truc extrêmement reconnu. À l'époque, il y avait les Bronzés d'un côté avec donc l'équipe du Splendide, il y avait les Inconnus et il y avait les Nuls. Et du coup, les Nuls, c'était vraiment c'était la famille, quoi. Ils avaient fait La Cité de la Peur, oufement cultissime. Ils avaient fait, Chabat fait sort de là, il est tout seul, il est tout seul, il sort de ce trio ex-quatuor d'ailleurs, et il fait Mission Cléopâtre, et son film d'après Mission Cléopâtre, c'est... Alors je dis pas que le film n'a aucune vanne, mais j'étais pas du tout dans le délire, quoi. J'étais pas prêt. J'ai regardé le film en silence total. J'ai vraiment... Je me suis dit, ouais, l'idée est marrante.
Puis je me suis ennuyé, mais tellement fort. Ouais, vraiment, je suis passé à côté, quoi. Énorme déception. Pour moi, j'allais voir la suite du plus gros poids lourd de l'humour français, au sommet de sa forme. Là, j'y étais pas, quoi. Non, je te rejoins, j'ai été déçu aussi, j'y ai pas du tout pensé. Bon, je pense que je l'aurais pas mis dans le top 20. Mais oui, j'ai été aussi déçu. Puis c'était les Robins des Bois aussi. Donc, Chabat et les Robins des Bois, ça fonctionne pas, c'est dommage. Mon numéro 8, mon cher Greg, c'est une série que tu n'as pas regardée. C'est la dernière saison de Sons of Anarchy, la série de Kurt Sutter, qui est dans l'univers de l'autre série précédente qui était The Shield, qui est une série que j'ai énormément aimée. Et les Sons, énorme coup de cœur. Ça débute en 2008. Il y a des saisons qui sont absolument folles, notamment en Irlande. Il y a des moments où j'ai été effondré. Ceux qui ont vu la série savent très bien de quoi je vais parler quand je vais vous parler de la cuisine. Voilà. Et la fin de la série est absolument pas à la hauteur de ce qui avait été fait avant. Les personnages sont méconnaissables. Jax devient détestable. Toute l'intrigue voilà, ne pèse pas grand-chose par rapport à ce qui avait été fait avant. Moi, j'ai été énormément déçu par la fin, presque soulagé qu'elle se termine. Et ça a repris un petit peu pareil avec le spin-off Mayans MC, pardon, qui a commencé bof et qui ensuite a décollé de manière assez furieuse. Et au final, sur certains passages de Mayans, on était arrivé sur ce qu'avaient proposé de mieux ou presque les Sons. Donc, série avec un Charlie Hunnam que j'adore. On avait Ron Perlman, Théo Rossi. Enfin voilà, il y a un super casting. Et alors, il y en a une que j'ai pas citée. Je vais la citer parce que vraiment j'adore cette actrice. C'est Maggie Siff, qui est une de mes actrices préférées. Mais la fin, pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est un immense gâchis et ouais, déçu. Mais là, peut-être qu'avec ouais, j'ai aimé beaucoup plus les Sons que j'aimais House of Cards, c'est pour ça que j'ai mis House of Cards plus bas. Mais la dernière saison de House of Cards est quand même moins bonne encore que la saison des Sons. Mais voilà, c'est mon huitième. À toi, mon cher Greg, quel est ton 7? Mon 7 Kerr, c'est Mortal Engines. Alors, pourquoi Mortal Engines? Eh bien, c'est tout simplement parce que Peter Jackson, donc on est sur la même logique, vous commencez à connaître l'animal, un réalisateur que j'aime bien, au sommet de sa forme, qui nous dit, là, je vais arriver, je vais vous produire des films qui vont être oufissimes. Après Le Seigneur des Anneaux, où il a mis une... Alors, on parle de Peter Jackson pour la qualité de la réalisation, mais il a créé les studios Veta. Enfin, en gros, il a créé tout un équipement de production pour faire des films qui seraient d'une qualité exceptionnelle. Et dans cette grande rouage, dans ce grand rouage, dans ces grandes mécaniques, eh bien, Peter Jackson nous dit j'ai pris les licences j'ai pris une nouvelle licence. On va adapter Mortal Engines et vous allez voir, c'est un univers incroyable. Les villes sont devenues se déplacent, elles sont prédatrices les unes avec les autres. Vous allez voir, c'est un univers de fou. Donc un petit peu genre j'ai adapté Tolkien, mais là je vous ai trouvé un truc sous le coude, vous allez voir, c'est fou. Moi je connais pas du tout. Je me dis qu'est-ce que ça va être, comment. Mais bon, c'est les meilleurs, c'est les gars les plus puissants du monde sur la DA, sur la mise en scène. Il y a les plus gros studios, enfin les studios qu'on le vend le plus en poupe à ce moment-là, pas de souci. Ok, c'est parti. Et franchement, c'était dur. Hein. Le film, d'avoir envie de rester au cinéma sur tout le film, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Alors, le truc, c'est que on peut me dire que le film est un film, mais à part ça, Enfin, cette œuvre m'a laissé froid, mais surtout, je me suis ennuyé. Tout est prévisible, le scénario est bidon. Enfin, je comprends pas du tout comment quelqu'un qui a autant de soins que Peter Jackson pour Les Seigneurs des Anneaux, mais même pour ses autres films,
a pu se dire on va produire, on va lancer un projet aussi gros sur aussi rien, quoi. Et c'est vraiment fou. Enfin, franchement, c'est complètement fou. Je sais pas comment a validé le scénario. Je sais pas s'ils étaient en retard et ils se sont dit bon bah là faut se lancer ou c'est foutu. Mais j'ai aucune raison. C'est un énorme accident industriel. Ce Mortal Engines, il aurait jamais dû exister, je pense. Énorme déception. Numéro 7. Est-ce qu'il est dans ta liste, mon Chaka? Pas du tout. J'ai un doute sur si je l'ai vu. Je me demande même si je l'ai pas vu au cinéma. Mais complètement oublié ce machin. Mais du coup, je l'ai pas cité. Et j'en attendais pour le coup rien, moi. Donc ça peut pas être dans mes déceptions, tu vois. Mon numéro 7, c'est un truc qu'on a évoqué 2-3 fois sur la chaîne, mais assez rapidos. C'est la fin de Game of Thrones. Voilà, je la mets en 7. J'aurais pu le mettre plus haut parce que j'ai été très déçu par la fin de GOT. Mais je la mets pas plus haut parce qu'il y a quand même dans cette fin des choses qui sont tout à fait louables. Juste entre les acteurs, les costumes, la musique. Parce que c'est quand même. Quand je parle de fin, je vais plutôt me concentrer sur l'avant-avant-dernier épisode, pas l'avant-dernier. Quoique, il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas dans le dernier. Et surtout le dernier de la série. Mais voilà, c'est sur le dernier épisode, Ramin Djawadi, par exemple, il nous pond quelques-uns des plus beaux morceaux de la série. Donc voilà, mais le truc, c'est que sur le contenu, sur le récit, je veux dire, là, ce que la série nous raconte sur la fin, c'est très décevant. Il y a des choses, j'en ai déjà parlé, mais il y a des personnages qui sont complètement différents. J'ai oublié Grey Worm, qui, enfin, ça devient Napoléon, la sœur de Théon, qui est pas du tout le même personnage que précédemment. Enfin, il y a plein de choses il y a des trucs qui sont expédiés. Il y a plein de choses qui vont pas, et puis, ok, ça va pas, mais surtout, ça va pas par rapport à tout ce qu'on espérait. Enfin, je veux dire, on a passé des années à théoriser tous les deux sur Goth avec vous, enfin, à avoir des espérances de ma boule, à avoir des épisodes complètement dingues et des retournements de situation hyper quali qu'on n'avait pas vu venir, comme le Light of the Seven, etc. Et au final, la fin est hyper décevante. Enfin, ce qu'ils ont fait à Varys, par exemple, ça illustre à merveille le fait où ça va pas, quoi. Et du coup, quand on est un grand fan de Goth comme je le suis, euh, et que j'ai été habitué à manger du caviar grâce à HBO, c'est sûr quand le dernier épisode c'est un peu de mousseline qu'on te donne en grosse cuillerée, bah ça passe moins. Donc très déçu par la fin de Goth. Ceci étant dit, c'est pas toute la dernière saison. Il y a des fulgurances exceptionnelles dans la dernière saison. Même l'épisode de la bataille de Winterfell a d'énormes problèmes, mais d'énormes qualités aussi. Très 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 peu de séries peuvent, y compris sur la... Un truc très clair, c'est que si on prend la dernière saison de GOT et qu'on prend le meilleur de certaines séries, il y a très très peu de séries qui peuvent manger à la table de Game of Thrones quand même. Donc, mais voilà, ça n'empêche pas que moi j'ai été très déçu, donc septième. Voilà mon cher Greg. Tu veux faire ton sixième ou tu veux passer directement au cinquième et qu'il y ait un mystère total sur l'identité de ton sixième? Nous Alors t'écoutons. mon sixième, mon cher Kerr, c'est une plaie béante et plaie récente. Je parle un de mes univers favoris, je parle de la guerre des étoiles. Eh bien, avec du coup le Covid arrivant, Disney dit oui, on a prévu de faire l'après du coup famille Skywalker. On va enfin investiguer en œuvre d'autres choses que juste cette période de Dark Vador, Luke, etc. Et on va aller chercher la Haute République. Alors, Lucas avait déjà investigué la très vieille République. Il y a eu bien des périodes qui avaient été travaillées par légende, enfin dans l'univers des légendes de Star Wars.
Mais là, c'est Lucas qui vient, enfin c'est Lucasfilm via Disney qui vient essayer de canoniser et de montrer à l'image pour la première fois une autre époque. Il y a une palanquée de livres qui sortent. Donc il y a des livres adultes, des livres jeunes adolescents, des BD sur cette Haute République. Je me chauffe énormément sur cette Haute République. Je lis les bouquins, je me lance dessus. Franchement, je suis à fond. Je me dis, mais attends, le premier livre, il est plutôt chouette. Ça promet des trucs. Il y a des Jedi qui meurent en quelques instants. On fait des trucs qui marquent vraiment cette période. Franchement, c'est fou. On va avoir quelque chose de génial. Et arrive The Acolyte, grande promotion, première œuvre de Star Wars qui n'est pas dans l'univers de la chronologie classique qu'on connaît. Et alors, The Acolyte, c'est la catastrophe. Rien ne va. Les personnages sont mal écrits, l'univers tient plus debout du tout. On tire tellement sur le fil de Star Wars que en fait on en vient même à se demander si l'univers est crédible. C'est à ce point-là que ça fait du mal à Star Wars. Vraiment, le jeu d'acteur est nul et il y a des très bons acteurs. Donc en fait, on sent qu'il y a une direction d'acteur qui est catastrophique. L'œuvre, enfin, on voit, ils sont dans des décors où on voit les plantes plastiques Casto qui sont mélangées avec du fond vert. Enfin, que s'est-il passé Que s'est-il passé? Il y a dû avoir un accident. On se pose des questions. Mais est-ce qu'en fait tout le monde a été malade? Est-ce qu'ils ont tous eu une grosse gastro de plusieurs mois et n'ont pas pu aller jusqu'au bout de cette production? Et la showrunneuse nous explique que non, c'est sa vision, que c'est nous qui n'avons pas compris Star Wars. Ils nous mettent des trucs qui décanonisent, enfin qui créent des problèmes de lore. Et vraiment, on nous explique en permanence, pendant de semaine en semaine où la série sort, que vraiment, c'est nous qui comprenons rien et qui sommes méchants à ne pas l'aimer. Moi, j'ai juste dit que j'aimais pas la série en tant qu'œuvre, en fait. Donc, pourquoi est-ce que, en spectateur, on vient me fouetter de pas aimer une œuvre qui n'est pas de qualité? Donc, il y a une espèce de truc extrêmement étrange qui s'installe autour de la série. Elle s'arrête. On a des coups marketing pour essayer de nous dire que des gens auraient aimé l'histoire d'amour dedans, avec des hashtags qui ont franchement l'air assez douteux, dans le sens où, pourquoi je dis douteuse, parce qu'on se demande si c'est pas des trucs où ils ont essayé de promouvoir des gens sur un hashtag donné. Ça marche pas du tout. La série se fait juste... En fait, il y a une partie du public qui était juste à cette époque-là contre la série de base pour des raisons idéologiques, qui étaient complètement... qui n'avaient pas du tout leur propos avec la série. À côté de ça, il y a les gens qui n'aimaient pas la série parce qu'elle était nulle. Et derrière, il y a les gens qui se sont juste désintéressés de la série, qui l'ont abandonnée. Et c'est vraiment... Enfin, c'est incompréhensible. Cette dérive... vraiment, c'est le Titanic qui voit le iceberg et qui n'arrive pas à tourner parce qu'ils disent non, mais on va le péter, l'iceberg. On a le premier bateau insubmersible. Ça n'a aucun sens. Cette production n'a aucun sens. Ils retirent toutes les goodies du site de Disney en mode genre non, mais on va supprimer la série, vous inquiétez pas, on la décanonise, elle n'existe plus. Alors il faut rappeler dans le contexte qu'on sort juste de Willow, la série qui sort sur Disney+, et au bout de quelques semaines, elle est effacée et retirée de Disney+, pour des raisons d'optimisation financière. Donc on se dit, c'est possible sur la série The Acolyte. Et puis là, il y a quelques jours, est sorti un artbook, ou en tout cas a été annoncé, un artbook sur The Acolyte, ce qui veut dire que en fait, elle n'est pas décanonisée. C'est un énorme boxon incompréhensible. Voilà, je ne sais que dire. C'est un grand gâchis, cette série. Je te laisse la suite, mon cher gars. Moi, je n'ai pas mis The Acolyte, mon cher Greg, mais pour une simple et bonne annonce, c'est que j'en attendais pas grand-chose. Mais en effet, l'arrivée
d'une autre époque, loin des Skywalker et tout. C'était quand même le truc qui donnait un peu envie. Mais voilà, en termes de série, j'avais été déçu par ce qu'avait proposé Disney+, donc ça explique son absence. Alors moi, mon numéro 6, c'est une énorme douche froide. C'est Phénomène de M. Night Shyamalan, sorti en 2008. Vous allez me dire, mais pourquoi ce film? Eh bien parce qu'en fait, avant ça, M. Night Shyamalan, j'étais ultra fan. Donc j'ai commencé avec Sixième Sens, qui m'a énormément plu. Puis, donc en France, Sixième Sens et Incassable sont sortis la même année, en 2000. Et en 2000, Révélation Incassable, un de mes films préférés. Voilà. Donc là, direct, je me dis, ok, le mec pèse. La même année, il envoie deux trucs monstrueux. On va voir la suite. Derrière, il y a Signe. Signe qui est moins apprécié, on va dire, par le plus grand nombre, mais que moi j'ai énormément aimé, avec des moments que je trouve cultes, une BO ouf, le frappe fort, Meryl frappe fort, que je n'oublie pas, des moments comme l'extraterrestre qui passe à la télé mexicaine, etc., etc. Et derrière, on a le village. Le village, ça marche un petit peu moins bien, mais ça fonctionne encore. Et il a des idées de casting, Bryce Dallas Howard, il est toujours avec Joaquin Phoenix, avec Adrien Brody et tout. Bon, ça fonctionne toujours, mais déjà, je me dis, est-ce que ça va pas coincer? Arrive Phénomène, et alors là, Shyamalan sort de piste. Et pourtant, il y a Zoé Deschanel, enfin, j'avais déjà vu notamment dans Weeds. J'avais hyper hâte de voir ce film. Enfin, j'attendais. Les sorties de Shyamalan étaient pour moi des événements de ma boule. C'était une année avec un Shyamalan. C'était le film que j'attendais le plus de l'année. Ça et le Pixar, globalement. Et là, le film est très mauvais. Est très, très mauvais. Le, les, 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 les trucs que faisait Shyamalan dans les quatre précédents, tu les vois arriver, mais tellement en avance. C'est hyper décevant d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue de l'interprétation des acteurs. Mark Wahlberg s'en sort pas. Zoé Deschanel, bah, je l'aime bien parce que c'est Zoé Deschanel, mais enfin, tu vois, après, on la verra dans 500 jours ensemble. Elle était tellement mieux dedans, tu vois. Donc, non, c'est une énorme, énorme douche froide. Et là, en sortant, tu vois, du film, je me dis, là, il y a un truc qui est cassé. Et en fait, j'ai pas vu ça comme un accident. Je me suis pas dit, Ta passion pour euh, Shyamalan n'était pas incassable? non, mais j'avais pas su repérer les signes. Pourtant, dans le village, il y en a plein des signes. Mais bon, arrêtons. Euh, T'as pas eu le sixième sens, quoi. ah, voilà, mais j'allais la faire. Mais comme j'avais dit, je dis arrêtons. Et là, je me dis, ah, faut que je vous dise qu'on a un sixième sens. Et là, je me dis, bah non. Et donc, tu l'as saisi au Arrêtons, vol. allons dans la cabane au fond de la forêt. Pas de problème. Voilà. C'est pas lui, ça. Ah, si, t'as raison. Oui, Si. Knock at the Cabin. Oui, Knock at the. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Enfin. Bref, donc je reviens un peu au sujet. On s'est un peu perdu, hein. Donc je sors du film et là je me dis, c'est pas une erreur. J'ai vraiment peur que Shyamalan, là, j'avais lu pas mal d'interviews de lui et je sentais qu'il vrillait. Je sentais que c'était plus le Shyamalan et je me suis pas dit le prochain il est bon. Et en fait j'ai tellement eu malheureusement raison. C'est-à-dire que depuis, il en a jamais eu un très grand. On va dire qu'il y a eu Split, qui était pas mal, mais Split est tellement inférieur aux quatre premiers. Non, on a vraiment perdu Shyamalan et je pense que il glisse, tu vois, dans le ravin et le début de la chute, c'est phénomène, quoi. Et tellement déçu, tellement déçu. Voilà, c'était mon sixième. Et toi, c'est quoi ton cinquième? T'en as pensé quoi de phénomène? Tu l'as vu ou? Phénomène? Ouais, Non. c'est les gens qui se suicident, on comprend pas pourquoi. Non, C'est lié non, à la non, non. météo. Moi, j'ai lâché l'affaire sur Sign. Tout ce que t'as décrit, c'est ma vision de Sign. Oh, t'es dur, Signe, c'est tellement réussi. Enfin, c'est ton avis, hein. Bah, Alors, c'est c'est quoi parce ton que 5?
Je souffre moi-même de potomanie. Alors, j'ai eu l'impression que la série était agressive contre moi. Enfin, le film était agressif et que toutes les bouteilles d'eau qui sont chez moi, en fait, je me suis dit, mais est-ce que c'est pour préparer une invasion extraterrestre? Et donc, alors, mon numéro 5. Donc là, on est sur le top 5. Le top 5, comment faire un top 5 sans parler d'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, de Kingdom of the Crystal Skull 2008. Alors, Indiana Jones, c'est coup de cœur de mon enfance. Mon père était fan. Il y avait la cassette à la maison. Dès que je faisais des trucs un peu action dans ma tête, on partait en colo, on faisait des trucs, ta. J'avais la musique qui démarrait. Indiana Jones faisait partie de mon ADN, fait partie de mon ADN. Et en fait, du coup, à ce moment-là, il y a Spielberg. Et vraiment, moi, Minority Report, pour donner un exemple, pour moi, c'est le roi, quoi. Il sait faire le smartphone, il contrôle à chaque fois. On sait qu'on va voir un film exceptionnel du moment qu'on a Spielberg. Et là, c'est la douche. Je vais voir un film qui a des problèmes de rythme, qui a des problèmes de scénario, des choses qui sont très étonnantes de la part d'un maître. Enfin, quand on va voir une œuvre de Rembrandt, etc., on voit la montée en puissance, et puis après, il y a une succession de chefs-d'œuvre, et là, au milieu, il y aurait une croûte, quoi. On se dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Il a changé de lunettes. Il a rompu. Non, mais là, ça fait vraiment le truc de accident personnel. Il y a un truc qui n'a pas roulé dans la vie de Spielberg. Je ne sais pas comment expliquer ça. Alors, on dit qu'il y a eu des problèmes. Enfin, il y a eu beaucoup de suppositions sur ce film. Et dans les faits, c'est vraiment un échec collectif de l'équipe. Même Harrison Ford, je le trouve moins charismatique que d'habitude. Chia le biouf, que vient-il faire dans cette galère? Enfin, il y a vraiment que des déceptions dans ce film à bien des niveaux. Alors, il y a, quand j'étais en école de ciné, en fait, le film était analysé dans nos cours d'analyse d'image. Et effectivement, la scène d'ouverture, par exemple, on voit les effets où en fait Spielberg travaille sur les reflets et travaille sur la mise en scène, la mise en espace, et c'est du génie. Donc la technique est irréprochable à bien des endroits du film, mais en tant que spectateur, je n'ai jamais été touché par ce film. J'ai vraiment souvent soufflé. En fait, le truc, c'est que Indiana Jones, c'est là, et son pastiche, qui est la momie, c'est le truc qui est un peu funky, et puis, bon, ils font un peu des bêtises, mais c'est l'aventure, tu pardonnes. Et là, Indiana Jones est moins bon que la momie, quoi. Donc ça n'a aucun sens, quoi. C'est au-dessus du roi Scorpion, soyons d'accord. Mais C'était chouette, la momie. mais il n'y a même pas la bonne humeur et le cœur qu'a la momie, quoi. Alors que les Indiana Jones, c'était tout ça dans des films chefs-d'œuvre. Donc c'était, voilà, franchement, il n'a pas volé sa 5e place. Mon cher Kerr, quelle est ta 5e place? Alors, mon cher Greg, le numéro 5, c'est une suite qu'on a évoquée à plusieurs reprises sur la chaîne. Suite d'un film que j'avais énormément aimé. Et, j'ai d'ailleurs tous les plus vieux de la vieille de Kutnaki qui savent à quel point je vous ai tanné avec ce film, Pacific Rim. Donc, en l'occurrence, la déception, mon numéro 5, c'est Pacific Rim Uprising, réalisé par Steven D. Knight, qui remplace Guillermo del Toro. Et spoiler alert, bah, il n'a pas le talent déjà de Guillermo del Toro, mais surtout les intentions, quoi. C'est une catastrophe. John Boyega qui sort de Star Wars, qui porte le film sur ses épaules, bah, très bien. Enfin, j'ai rien contre John Boyega, mais clairement, Charlie Hunnam du premier était tout à fait au-dessus. Ils ont viré Rinko Kikuchi, qui jouait Mako, qui le massacre dans le film parce que pour des raisons très très loin d'être nobles, hein, puisqu'en fait, très clairement, elle était japonaise et le film était destiné au public chinois, au marché chinois, pardon.
Donc on est dans un film qui en fait, il est la conséquence de ce qu'avait été Pacific Rim, d'un point de vue business. C'est-à-dire un film qui est un échec, globalement commercial, même si dans certains pays du monde, il y a des fans hardcore qui l'ont vu 5, 6, 7 fois au cinéma comme moi. Mais le film n'a pas marché et il a marché qu'en Chine. Donc du coup, ils font une suite qui est là pour le marché chinois. Why not? Mais ils oublient tout le reste. Ils se contredisent, ils contredisent l'univers. Enfin, il y a plus rien qui fonctionne. Ils virent des acteurs, ça va plus. Enfin, ils vont chercher Boyega, Scott Eastwood, qui accessoirement a une carrière catastrophique. Ils reprennent les deux clowns, donc Charlie Day et Bern Gorman, les deux scientifiques. Mais les Jaegers sont moins réussis, les Gaijus sont moins réussis. Et on part un peu sur, tu vois, ce genre de film destiné au marché chinois avec plein d'acteurs américains qui sont des têtes connues. Tu vois, ça me fait énormément penser à The Meg avec Jason Statham. Là, c'est un petit peu pareil, tu vois, dans le film, t'as plein d'acteurs qui sont connus. Dans tous ceux que j'ai cités, tu peux rajouter Adria Arjona, tu peux rajouter, alors ça c'est étonnant parce que, petite fun fact sur Pacific Uprising, c'est le premier vrai gros rôle de Kelly Sponey, qui derrière a fait l'année dernière Civil War, a fait le film sur Priscilla Presley, a fait Alien Romulus, et qui est devenue aujourd'hui une actrice très très demandée à Hollywood et une excellente actrice. Mais le film, il est catastrophique, enfin vraiment catastrophique. Et c'est marrant parce que il y a quand même, quand même des gens qui sont allés voir Pacific Rim en disant ce film est vraiment pourri. Et je ne comprenais pas ce qu'ils avaient vécu devant Pacific Rim. Et là, en voyant Pacific Uprising, bah, j'ai compris. J'ai compris qu'on pouvait voir un Pacific Rim qui était très très mauvais. Moi, ça m'a tué complètement la hype parce que je me suis dit, ils ne feront plus jamais rien de correct sur Pacific Rim, voire plus rien du tout, puisqu'il n'y a plus de suite prévue au cinéma. Euh, en plus, le film destiné au marché chinois était un échec partout, y compris en Chine. Donc, il n'y a pas eu de suite. Donc, ils sont repartis sur un anime qui était plutôt cool. Là, ils veulent en faire une série. Mais franchement, Pacific Rim était vraiment super. Et il n'a pas eu du tout la suite qu'il méritait. Et au contraire, il a eu. Ça pouvait, enfin, pour moi, ça pouvait même pas être pire, quoi. J'avais pas imaginé pire. Donc, Pacific Rim Uprising, t'es d'accord avec moi? C'est nul? Écoute, c'est marrant parce que c'était tellement nul que. Alors, c'était une déception, mais je l'ai même pas mis dans mon top 20, pour être tout à fait franc. Parce que c'est tellement nul que je l'ai oublié, quoi. Ouais, mais est-ce que tu l'attendais en fait? Tu De vois, ouf. c'est peut-être De aussi pour ouf. ça. De ouf, parce Tu que l'as. à l'époque de Pacific Rim, tu as été son prophète. Hein. Tu as dit tout de suite, c'est un film majeur du cinéma. Et nous on disait, le film, il est sympatoche. Et puis, le temps passe et on se rend compte que, en fait, si tu veux tester un grand téléviseur, par exemple, tu te mets du Pacific Rim pour éclater la mirette à la télé. Et Anecdote, on le fait littéralement et c'est pas une blague. mais Hein. oui, Parce que c'est pas une blague. quand on a eu nos Kerr dernières télés, et on moi, on les fait a ça. tous les deux testés sur Pacific Rim sans se prévenir. Et on en Ouais. a parlé après. Top Quand je suis Gun, venu chez toi, tu m'as mis Pacific Rim. Enfin voilà. Pacific Rim et ma télé étant un tout petit peu plus récente, Top Gun Maverick, qui n'était pas encore en Blu-ray au moment où Kira a eu la sienne. Mais du coup, c'est les deux trucs qui viennent tout de suite en tête. Et, mais donc, du coup, effectivement, ça m'a juste. Ouais, c'était un heureux accident que ce premier et un accident tout court pour le deuxième, quoi. Ok. Ton 4, mon cher Greg. Mon numéro 4. Alors, je suis un petit peu fan de Tolkien. Je suis un petit peu fan de la licence Le Seigneur des Anneaux. Je suis un petit peu fan du coup des films de Peter Jackson dont on a parlé tout à l'heure. Et eh bien, j'avoue que quand on me dit la série la plus ambitieuse de l'histoire, 1 milliard mis sur la table, comme ça je mets le all-in. Les studios Amazon, GAFAM, une des sociétés les plus puissantes du monde, décide de mettre tout pour produire la suite de l'œuvre, enfin le préquel de l'œuvre majeure de Tolkien. Là, tout le monde s'est dit, mais
C'est incroyable. C'est un et on nous dit Bezos est fan et tout. Enfin, donc mais toutes les étoiles sont alignées. On voit comment on peut aller directement au Mordor depuis la comté parce qu'il y a les étoiles qui sont toutes les unes à la suite des autres pour nous montrer le chemin le plus sûr et qui amène au succès. Et on nous montre des images sur la production, sur le soin qui est fait sur les costumes. Le casting petit à petit est annoncé. Bon, ils prennent pas des gens connus, on suppose qu'ils prennent des gens d'exception. La pression monte petit à petit, de jour en jour, de mois en mois. Et on voit le début de la série et on se dit, mais c'est quoi cette croûte? Alors, on a fait plein de vidéos sur le sujet, donc je vais pas les refaire. En fait, ils avaient pas vraiment les droits. Ils avaient les droits à l'appendice, de machin, mais en fait, même s'ils avaient l'appendice des livres du Seigneur des Anneaux, ils ont quand même décidé de les utiliser pour faire une version annexe du Silmarillion. Donc en fait, ils font le Silmarillion mais en trahissant le Silmarillion. Donc déjà de base, la proposition en vrai, elle n'a aucun sens. Je vais adapter les trucs, mais tu t'adresses à qui en fait? Tu fais les trucs pour les hardcore, mais en faisant des trucs qui sont contre les hardcore. J'ai pas compris où tu vas, mais ça part mal. Les acteurs, ce casting de gens pas connus mais d'exception, franchement, quasiment tous les acteurs sont complètement oubliables. Les costumes sont plutôt jolis, plutôt régulièrement, mais ils ont oublié de les rendre réalistes. Ils courent dans la forêt, il n'y a pas une once de boue, tout le monde a un visage propre, tout est roule, sauf les manants. Voilà, t'as un manant ou un orc, t'as de la boue. Tous les autres, vous vous baladez, vous êtes parfaits. Enfin, je regarde la série, je regarde épisode par épisode, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc la saison 1 se passe mal, la saison 2, ils expliquent que c'est les spectateurs qui sont des méchants. On a carrément eu des propos qui disaient ou qui sous-entendaient qu'en fait, il fallait le fait de ne pas aimer la série, c'était parce qu'en fait, on n'aimait pas l'inclusivité qu'il y avait dans la série. Enfin, arrêtez le débat, hein, c'est juste que le scénario est nul, hein. Et du coup, il y a vraiment que des trucs nauséabonds autour de la série. C'est dur. Alors certes, il y a un gros mea culpa sur la fin de cette deuxième saison par les créateurs. Il y a eu quelques moments un peu mieux que les autres, mais globalement, c'était pas fou. Mais les créateurs font un énorme mea culpa. Ils vont sur les chaînes YouTube de fans du Seigneur des Anneaux pour dire n'hésitez pas à nous faire des notes, à nous dire ce que vous pensez. Vraiment, on va essayer de s'améliorer. Du coup, tu te dis mais ok, mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire que ce qui nous plaît tout le temps à chaque moment, ce qui n'est pas non plus une bonne dynamique pour faire une œuvre? Mais en tout cas, ce gros mea culpa me donne envie de croire en la suite. Mais alors, vraiment, saison 1, saison 2, catastrophe, déception totale. Enfin, c'est Tolkien, quoi. Là, c'est Tolkien. Enfin, c'est un truc de fou. Et on accouche d'une série vraiment hyper médiocre, quoi. Voilà pour mon numéro 4, mon cher K. Bon, je vais essayer de faire pareil que toi. Tu es prêt? Alors, je suis un petit peu fan de Sapkowski. Je suis un petit peu fan du sorceleur. Je suis un petit peu fan des jeux. The Witcher. Donc forcément, la déception numéro 4 pour moi, c'est la série de Netflix The Witcher, portée en plus par un acteur que j'apprécie globalement beaucoup, depuis les Tudors et puis ensuite Man of Steel qui est toujours d'ailleurs, parce qu'il est toujours en vie, qui est Henry Cavill. Et une attente, une vraie attente quand j'apprends que Netflix a les droits. On n'est pas encore dans une Netflix qui est tombée. On est dans une Netflix, tu vois, qui est la plateforme qui t'encourage à prêter ton compte, voilà, qui augmente pas le tarif tous les deux mois, etc. Donc, il y a encore un rapport de confiance avec Netflix, j'y crois. Et, euh, et, et c'est vrai que les premières images sont pas hyper rassurantes. Euh, j'ai du mal à reconnaître les personnages des jeux et des bouquins dans ce que je vois a priori. Mais en même temps, c'est normal. Je veux dire, c'est un casting, il faut lui laisser sa chance, il n'y a pas de souci. La série arrive et là, c'est vraiment
quelle claque, mais dans le mauvais sens, hein. Vraiment, j'ai été extrêmement déçu par la première saison. Il y a dans la suite, ça m'a tellement déçu, tellement désintéressé, j'ai tellement regardé ça en pilote automatique la suite que je sais même pas s'il y a 3 saisons. Donc sur la troisième saison, il y a quelques moments qui sont un peu au-dessus, mais globalement, c'est indigne des bouquins, indigne de ce qu'a fait CD Projekt sur les jeux. Que fait Cavill dans cette galère? Pourquoi est-ce que Anya Charlotra, qui était une actrice de théâtre est allée se mettre elle aussi dans cette galère-là? Enfin, je, il y a vraiment, j'ai détesté ce que Netflix a fait de The Witcher, vraiment. Et le seul truc qui est bien depuis, c'est les films animés. Donc le dernier là qui est sorti cette année, dont j'ai oublié le nom, mais qui était avec les sirènes, était franchement réussi. Là, c'est la première fois que je me suis dit, ah, Netflix a compris c'était quoi The Witcher. Mais sinon, non. Sinon, non. Je comprends que Henry Cavill se soit barré en courant. Je comprends que le public se soit barré en courant. Je comprends pas pourquoi je me suis pas barré en courant. Mais par contre, je comprends vraiment pourquoi je l'ai mis dans mon top des déceptions. Voilà pour The Witcher. Tu comprends, toi? Oui, je l'ai pas mis parce que j'avais pas d'attente. Eh bien, mon numéro 3, mon cher Kerr, c'est Avalon. Avalon, je pense que tu n'en as potentiellement jamais entendu parler. C'est un film qui est réalisé par... C'est un live action qui est réalisé par Mamoru Oshii. Et Mamoru Oshii, pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs, c'est le réalisateur de Ghost in the Shell, le film d'animation. Donc le Ghost in the Shell, film d'animation que j'avais trouvé exceptionnel. Et puis il commence à y avoir une certaine hype sur le fait que Mamoru Oshii va passer sur le live action. Il va passer sur un film avec des vrais acteurs. Il veut vraiment faire un film très ambitieux sur un peu la réalité. Donc on est post les années Matrix, donc sur la réalité virtuelle. Donc, franchement, intéressant. Il y a des retours un peu à droite à gauche. Le film passe dans des festivals. Il est dit qu'il a une vraie identité visuelle, un propos et tout. Et vraiment, petit à petit, se passent des semaines. Et on l'attend énormément avec mon groupe d'amis. Et le truc, c'est qu'il y a une avant-première qui est hyper loin. Mais on se dit, voilà, on veut voir ce film. C'est le gars qui a fait Ghost in the Shell, c'est un chef-d'œuvre. C'est la première fois qu'il va passer en live action. Ça va être un truc de ouf. Il y a tout pour que ce soit un film incroyable, etc. Et on va voir le film et on est extrêmement déçus. Le truc, c'est que on est extrêmement déçus parce que je pensais aller voir un chef-d'œuvre au cinéma et j'ai vu un film qui est un film qui se veut un peu planant, un film un peu artistique, qui a des effets visuels qui sont pour certains très réussis, d'autres qui me laissent un peu froid. On a une histoire qui se veut un peu mystérieuse, mais qui se comprend plus facilement que elle ne donne l'impression. C'est un film qui est extrêmement chouette à regarder. Je ne veux pas bouder le plaisir. Si vous êtes fan de films de science-fiction, Avalon, c'est un film à voir vraiment. Et il y a une espèce de mix comme ça entre l'univers japonais et l'esthétique russe. Vraiment un truc très froid. Et c'est un film qui n'est vraiment pas inintéressant. Mais, encore une fois, c'est un classement très personnel. Et j'y suis allé vraiment en me disant... Je vais voir, et vraiment pendant des semaines, je vais aller voir, vous savez, il y a ce truc de, vous lisez beaucoup d'articles, vous voyez pas mal de choses, et petit à petit, vraiment, on commence à se chauffer énormément sur une œuvre, et en fait, elle n'est pas du tout au niveau, quoi. Alors, je suis persuadé qu'aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup de films médiocres, je verrai Avalon, je serais surpris par la proposition, ne serait-ce qu'esthétiquement, mais c'est pas du tout un chef-d'œuvre, quoi. C'est une œuvre intéressante, mais c'est pas du tout un chef-d'œuvre. Et il y a des trucs qui sont, on voit une image d'un chien à un moment qui sort complètement de l'histoire. Pourquoi? Parce que Mamoru Oshii a décidé qu'en fait, ce serait une espèce de clin d'œil dans toutes ses œuvres de voir son corgi.
C'est hyper chouette. C'est chouette, mais c'est tellement loin de ce que j'en attendais. Et voilà. Et c'est la troisième fois où j'étais le plus déçu en étant dans une salle de cinéma, quoi. Est-ce que tu l'as déjà vu, Avalon? J'ai un doute. Alors, à mon tour pour le numéro 3, et il s'installe sur le podium, et franchement, c'est mérité parce que ce film-là, il m'a fait mal dans tous les sens du terme, vous allez voir. C'est Jurassic Park 3. Jurassic Park 3, donc de Joe Johnston, qui a la lourde tâche de remplacer Steven Spielberg, réalisateur des deux premiers, y compris du monde perdu. Donc nous sommes en 2001, immense fan de Jurassic Park. J'attends énormément ce troisième volet. J'avais déjà attendu comme un ouf le monde perdu. Et, euh, et en fait, bah, c'est un film qui est très très décevant, qui casse des choses qu'avait construit Spielberg, notamment sur les Raptors, qui commet le sacrilège de tuer un T-Rex pour mettre en avant la nouvelle bébête en mode jouet d'Universal et donc de la franchise qui va être le Spinosaure. Euh, c'est moins beau, c'est moins touchant, c'est du déjà vu. Enfin, il y a quelques moments dans Jurassic Park 3 qui sont pas aussi mauvais qu'on le pense. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, un Jurassic Park 3 mettrait KO en quelques secondes un certain Jurassic World. Je pense à Dominion, voire même le dernier, hein. Donc voilà, mais pour le coup, c'est une colossale déception. En plus, la déception est décuplée par le contexte. Et donc là, ça va être un peu du 36-15 ma life, mais c'est pas grave, marrez-vous, il y a de quoi. Donc quand je vais voir le film, j'ai 16-17 ans, je travaille les week-ends et l'été, j'ai l'été, donc quand sort le film, je suis sur du 6 jours sur 7 dans la restauration, enfin voilà, je prends mon seul jour de repos de la semaine pour aller voir Jurassic Park en mobilette, parce que bien évidemment on n'a pas de voiture à cette époque à 17 ans, tout seul, avec mon petit casque, et en plus il flotte. Donc c'est le drame. Et alors, la veille, je suis tombé avec cette fameuse mobilette, rien de grave, mais j'ai cassé une des poignées de frein. Donc je vais quand même faire les 20 ou 25 km, je ne sais pas, je ne sais plus, pour aller au cinéma avec ma mobilette sous la pluie. Et juste avant d'arriver, donc c'est à Abbeville dans la Somme, et juste avant d'arriver au cinéma, je retombe. Parce que ça glisse, et j'ai pas les freins qui vont bien. Donc je glisse, je repète cette fois le deuxième frein. Donc là, c'est vraiment la loose totale. Accessoirement, un poids lourd qui me suivait est à deux doigts de me passer dessus, mais bon, c'est bon. Je repars dépité, en sang, tremblotant, etc., mouillé. Je vais voir mon Jurassic Park, euh, hyper confiant, et en fait, c'est un naufrage. Comme j'ai plus la mobilette, la sortie au supermarché qui consiste à aller m'acheter des dinosaures, et j'attends autant ça que le film, eh ben, je peux pas le faire. De toute façon, le film m'a tellement déçu que j'ai plus envie. Enfin bref, catastrophe. Donc, je l'oublierai pas, cette séance de Jurassic Park 3, ni le film. Donc, franchement, ça mérite un bon top 3, hein. Et ça aurait pu être même un peu plus. Voilà, mon cher Greg, à toi pour ton top 2. Eh bien, merci, mon cher Kerr, pour ces anecdotes. J'ai eu l'impression que tu nous racontais à plus ou moins une décennie, mais du coup, en fait, tu m'envoies bien navré pour toi. Mon top 2, eh bien, tu en as déjà parlé, donc je vais faire un peu plus court. C'est Game of Thrones, et c'est principalement, évidemment, et c'est quasi uniquement la saison 8. Bon, si vous avez vu la chaîne, vous avez senti la passion qu'on avait autour du sujet, des théories, de vraiment faire
le focus du début à la fin sur qu'est-ce pourrait y avoir de caché derrière telle pierre. On était passionnés avec Kerr, on faisait les vidéos, mais on s'appelait tout le temps pour dire ici il y avait ça, ici il y avait ci, attends j'ai une théorie, je vais t'en parler. Et la saison 8, c'est le moment où il bafoue tout, les théories n'ont plus de sens parce qu'en fait ils essayent d'aller tellement vite qu'ils coupent même les histoires qui étaient déjà faites. Et vraiment, ce qui rajoute énormément de sel sur cette plaie, et ce qui fait que c'est numéro 2, c'est qu'en gros, il y a les Inside the Throne, ou je sais plus comment ils appellent ça, donc les petits making-of de 15 minutes qui sont diffusés juste après l'épisode sur la chaîne YouTube de HBO et de GOT, parce que GOT a une chaîne YouTube direct. Et on a les interviews des showrunners qui nous racontent mais n'importe quoi. Et on sent qu'ils se foutent de nous. On a un des showrunners qui dit « Ah, mais elle a oublié que les dragons étaient... que ces dragons étaient sensibles et qu'il y avait une flotte. » Non mais... Enfin, c'était... Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Donc on se prend une pelle à chaque épisode sur le fait, on se dit mais il se moque de nous. Ensuite on a un épisode de Inside the Throne où clairement ils nous disent bah en fait oui je me fous de toi, oui. Et puis c'était long, c'était vraiment de semaine en semaine là sur toute cette saison 8 ce foutage de Ghoul. Franchement c'était dur cette saison 8. Il y a eu des théories, est-ce que ce sera décanonisé un jour? Enfin bref, bon, c'est impossible. Mais voilà, c'était une lente agonie. Et toi, mon cher Kerr, quel est ton numéro 2? Alors mon numéro 2, je vais rester dans les gros lézards, avec Godzilla, le 1998 de Roland Emmerich. Alors pourquoi est-ce que c'est une immense déception? Mais parce que je l'attendais de ouf. Le gamin qui avait vu Jurassic Park et qui avait attendu, mais vraiment de manière complètement déraisonnée, Le Monde Perdu. Alors, Le Monde Perdu, j'adore, hein. C'est pas l'amour pour le film qui est déraisonné, c'est l'attente. C'est-à-dire que j'avais une petite étagère gamin avec un ou deux goodies du Monde Perdu, genre un an avant la sortie du film. Et enfin, j'étais vraiment, vraiment ultra méga fan. Et là, ils nous font un Godzilla. Alors forcément, c'était une bénédiction. La première bande-annonce me donne trop envie. Je suis ultra fan en plus du morceau de Puff Daddy et Jimmy Page, Come With Me, de Deeper Underground de Jamiroquai. Enfin, j'ai hyper envie de voir ce film. C'est le réalisateur d'Independence Day, imaginez un petit peu, qui aurait pu être dans mes déceptions aussi, hein. Mais voilà, juste l'explosion de la Maison Blanche, gamin, on était là. Enfin, là, on se dit, il y a un gros potentiel, vraiment. Dans Come With Me, on entendait Godzilla qui hurlait. Enfin, l'attente, elle était folle. Et le film, waouh, qu'est-ce qu'il est nul. En tout cas, qu'est-ce qu'il est décevant par rapport à tout ce que j'attendais. Moi, j'attendais le gigantisme de Godzilla qui ravage New York. On l'a un petit peu, ok, très bien. Mais on l'a pas assez. Assez sur la dernière partie, le film se dit ouais, mais en fait, on va lui faire des bébés, hein, ce petit Godzilla là, comme ça, ils vont aller dans le métro et puis dans les égouts. Donc comme ça, on aura pu filmer un immense Godzilla dans New York. Donc on aura bien roulé les spectateurs. Et moi, j'étais hyper déçu par ça. On a un Matthew Broderick en pleine romance avec Maria Pitillo, alors que moi, j'avais juste envie de voir un truc absolument dantesque. Grosse déception que ce Godzilla de 1998. Après, là, je pense qu'avec du recul, il met à l'amende certains qui ont été faits ces dernières années, hein. Je pense au Kings of Monsters, qui est une abomination, quoi. Donc, bon, voilà. Déçu par ce Godzilla de Roland Emmerich. Et toi, là, c'était mon numéro 2. Donc là, on y est, là. Je vais enfin connaître ta plus grosse déception ever de ta life de l'univers. Quelle est-elle? De cinéma-série. Parce que sinon, Oui. j'aurais eu pas mal de vidéos sur Cult & Click qui auraient été des petites déceptions
très régulière et majeure sur la qualité, de presque qualité que nous fournissons. Mais sur mon top 1, c'est assez simplement, et je vais en parler directement sans mettre plus comme ça de suspense. Et je vais vous le dire vraiment droit dans les yeux, sans détour. Vraiment, je vais aller comme ça. Parce que moi, je suis pas un mec qui fait des détours. Moi, je préfère vous annoncer la couleur, vous dire quel est mon top 1, et pas qu'on passe 10 ans à se raconter la vie sur les top 2. Non, parlons du top 1. Et mon top 1, il se trouve qu'il y a un dans le titre. Et oui, c'est Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Alors, le truc, c'est que... donc, fan de Star Wars, 4, 5, 6. J'étais à fond pendant longtemps. Les étés, enfin même pas les étés, toutes les vacances, j'usais les cassettes jusqu'à la moelle. Je me faisais les marathons 4, 5, 6 tout seul. Cet univers m'accompagnait énormément. Dès que j'ai eu un PC jeune, mon jeu de prédilection a été X-Wing versus TIE Fighter. Enfin bref, une dinguerie. Je commence un peu à vieillir, d'un seul coup, le corps évolue, et à ce moment-là, donc les ciné-live ont des petits DVD, et dedans, ils vous mettent les bandes-annonces des films, truc qui était une folie à l'époque, et il y a cette bande-annonce avec les droïdes qui sont séparatistes, qui sont sur un tank, on voit le truc, je me dis, bon, c'est pas le visuel de Star Wars. Pour moi, 4, 5, 6, c'est très sombre. Là, tout est très lumineux. Mais du coup, cet univers très sombre de Star Wars, il peut-être y avoir une grande guerre, il y a un truc et tout. Et du coup, j'attends ce film énormément, puisqu'on a vu le trailer longtemps à l'avance. Et puis, globalement, il y a toute cette histoire on pensait ne jamais voir d'autres Star Wars tout court. Il avait fait 4, 5, 6, et si vous aviez envie d'avoir plus de Star Wars, eh bien, il avait fait des jeux, il avait fait des livres, mais globalement, c'était là. Les films, c'était fini. Il y avait 4, 5, 6, et c'était tout. Et du coup, cet épisode 1, il était inespéré. C'était impossible d'avoir ça. Et il faut voir que c'était un monde qui était très différent d'aujourd'hui. C'était un monde où, aujourd'hui, on a des films comme... Aide-moi Kerr, le film où il y a toutes les licences qui sont dans le même film fait par Spielberg. Ready Player One. Ready Player One, merci. On est dans le monde post-Ready Player One. Il y a toutes les licences qui peuvent se marier, qui peuvent se faire des coucous, des caméos. Star Wars peut revenir encore et toujours. On peut avoir des séries sur Willow, films oubliés. Enfin, en fait, à l'époque, ça n'existait pas. Un film du passé était dans le passé et puis on faisait de nouveaux films en fait. Donc tout était incroyable, tout était fou. Et je vois le film, et là je comprends pas quoi. Les films 4, 5, 6 c'était des films qui étaient de mon enfance, sombres, matures. Alors il y avait les Ewoks certes, mais ils étaient... moi j'avais eu l'impression qu'ils vieilliraient avec moi. Et c'est pas le cas en fait. D'un seul coup il était revenu à plus jeune. Le film, vraiment la menace fantôme, s'adresse à des enfants. Et du coup, je comprends pas du tout. Je me dis, mais c'est pas mon Star Wars. Les effets spéciaux sont vraiment loin d'être nickel. Alors que Star Wars, tu le regardes aujourd'hui, les combats de vaisseaux, ils ont presque pas pris de ride, quoi. Et donc, il y a vraiment un choc. Enfin, je suis vraiment extrêmement déçu. Je le revois pas pendant longtemps. Enfin, je le revois pas jusqu'à la guerre des clones. Et c'est juste, je fais un rejet total du film en me disant, je sais pas ce qui s'est passé. Il a pété les plombs, papy. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je regarde 1, 2, 3, je regarde la Clone Wars et je vois toutes les nouvelles nuances qu'il a mis. Et j'entends du coup ce Duel of Fate qui est là pour travailler sur quel est l'avenir de la galaxie, de qui va être le père, qui va être le... Enfin, il y a plein de thématiques qui sont géniales. C'est juste que à ce moment-là,
pour moi, ça marchait pas. J'étais pas la bonne cible, j'en attendais autre chose. Je pensais que Star Wars c'était que plus sombre. Je pensais que, enfin, ça n'a pas du tout marché et j'ai mis beaucoup de temps à revenir dessus. Et maintenant, le temps est passé. Vraiment, j'ai compris qu'il avait fait une autre proposition et je l'ai accepté. Je l'aime moins que 4, 5, 6, mais j'ai accepté cette proposition et il a agrandi différemment l'univers de Star Wars et j'en suis très content. Voilà, donc c'est aussi, et j'aime bien terminer sur ce 1, je veux pas faire que des déceptions qui sont que des histoires horribles. Il y a plein de mes déceptions qui sont transformées en choses que j'aime bien. Je parlais de Joey, des grosses déceptions, série comique que j'ai adoré par la suite. Et ce 1, c'est vraiment ma plus grosse déception au cinéma, déception qui a duré longtemps. Et au final, un film que je serais très content aujourd'hui de revoir avec mes enfants, mais de revoir tout court. Voilà, un petit peu un message d'espoir sur le désespoir. Et toi, mon cher Kerr, quel est ton ta pire déception de ciné-série? Alors, ben, moi, mon numéro 1, mon cher Greg, c'est Pearl Harbor, un film de 2001 signé Michael Bay. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de points communs avec ce que tu as vécu avec La Menace Fantôme, mais c'est aussi exactement ce que j'ai vécu sur La Menace Fantôme, sur Godzilla, sur plein de trucs. C'est que c'est un film que j'ai beaucoup attendu. Pourquoi? Parce que la bande-annonce que j'avais eue sur quoi? Eh ben, sur le disque de Ciné Live aussi. En plus, il y avait la belle affiche où on voyait donc les avions passer au-dessus de cordes à linge et c'était marqué 7 décembre 1941, c'était un dimanche matin. Toutes les affiches de Pearl Harbor étaient magnifiques. Le premier trailer qui commence sur un... Enfin, c'est pas qui commence, c'est qu'il y a des extraits d'un discours de Roosevelt qui fait How long I got to pretend the world is not a war, etc., etc. Avec des interventions de Josh Hartnett et de Ben Affleck. Enfin, les images étaient folles. La musique de Steve Jablonsky sur le trailer, moi j'étais vraiment émerveillé. Et je me disais, mais il y a tellement moyen que ce film soit complètement ouf avec Michael Bay, avec les images, avec les moyens. À l'époque, on parlait d'un des films les plus chers de l'histoire. Il y a le plan, c'est marrant parce que j'ai abandonné sous le nez avec IMDb. Il y a le plan avec la bombe qui tombe là tranquillement vers le bateau. Tout ce que ça représente aussi historiquement, Pearl Harbor. Enfin, je me disais, mais vraiment, ce film-là, tu vois, c'est le nouveau Titanic en termes de huge, de film qui va absolument tout casser. Et je n'étais pas le seul à le dire d'ailleurs. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui faisaient, qui faisaient des comparatifs. Bon, ça s'est assez vite calmé, même avant la sortie du film, mais notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit attendez, il y a un point que vous oubliez peut-être, les amis, c'est que Titanic, ça a été fait par James Cameron. Pearl Harbor, c'est fait par Michael Bay. Mais voilà, Michael Bay, à ce moment-là, c'était quand même Armageddon, Rock et tout. Enfin, c'était tout sur le papier, il y avait tout, mais absolument tout, pour que le film soit dingue. Et tout, absolument tout m'a déçu, y compris la BO, qui était pourtant une BO d'Hans Zimmer, avec comment elle s'appelle, la chanteuse de country là, Faith Hill, si je dis pas de bêtises, qui chantait le morceau, qui était d'ailleurs la maman qui joue dans 1883 de la série Yellowstone, pour ceux qui l'ont vu. Et alors, il n'y a rien qui fonctionne. Enfin, je veux dire, Ben Affleck, il est cata. Josh Hartnett, il est à peine mieux. Donc voilà, c'est une déception sur le contenu, dans le ton, dans l'émotion. Enfin, tu sors de Pearl Harbor et tu te dis, waouh, c'était pas du tout ce que j'attendais, mais c'était pas du tout non plus ce que m'ont proposé deux films de guerre qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça. Donc un qui est fait par Spielberg, qui est le Soldat Ryan, un qui est fait par Terrence Malick, qui est La Ligne Rouge. Et en fait, Pearl Harbor, c'est Michael Bay qui fait péter des stations essence pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ni à l'un ni Pearl l'autre, Harbor, en tout cas. fait. De quoi? Je dis c'est ni l'un ni l'autre, ça c'est sûr. Ah mais ça c'est clair et net que c'est ni l'un ni l'autre. Donc immense déception pour moi que ce Pearl Harbor, mais aussi et surtout parce que j'étais vraiment amoureux de la bande-annonce.
Tu sais qu'à mon annonce, je l'écoute encore régulièrement, hein. J'ai extrait le son, je l'ai sur mon petit MP3, enfin, je la connais par cœur. Les affiches, enfin, l'affiche a très longtemps été encadrée à la maison. Enfin. Mais du coup, j'aime la promo du film. Ça, vraiment. La promo de Pearl Harbor, un bijou. Mais Pearl Harbor en lui-même, de grosses déceptions. Après, je vais faire la même remarque que j'ai fait tout à l'heure. Pearl Harbor met à l'amende une quantité folle de films qui sortent actuellement, hein. Et notamment, tu sais, récemment, il y a eu Midway qui a été fait par Emmerich. Les gens disaient, enfin, j'ai vu des commentaires dire oui, enfin, c'était surtout dans le cadre de la promo, oui, vous allez voir, là où Michael Bay a échoué avec Pearl Harbor, ce film, waouh, mais pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Il y a des films qui nous déçoivent énormément, qui nous ont énormément déçus à l'époque, qui ne nous décevraient pas aujourd'hui dans le contexte Oui, actuel. mais on a quand même eu Dunkerque entre les deux, tu vois, dans les films récents. Oui, oui, non, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu meilleur film de guerre depuis, hein. Je parle de là, tu vois. Et encore, le Dunkerque de Nolan, il faut que je le revoie parce que j'ai pas été séduit, hein. Le film est très bon, il n'y a pas de souci, mais il ne m'a pas séduit. Je suis passé à côté de la force de Dunkerque. Mais comme toi, t'es passé à côté de la force d'Interstellar, hein. Un partout. Oui, 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 disons ça. Et Donc voilà, on juste a un fun terminé, fact je te parce laisse que j'étais conclure. curieux pendant que tu parlais, j'ai voulu me renseigner sur comment le film a été pris au Japon, parce que je m'étais posé la question à l'époque, et à l'époque, ce n'était pas aussi facile de savoir. Est-ce que tu es curieux? Oui, oui, vas-y. Eh bien, en fait, ils l'ont bien pris. C'est un des plus gros films de l'année au Japon. On aurait pu se dire, ils le prennent mal, ils sont tous montrés comme des sagouins qui attaquent en premier dans le. Et au final, donc c'est une des plus grosses sorties. Les critiques disent que le film historiquement il est pas vraiment juste et qu'il est surtout c'est une romance hollywoodienne sur un trio amoureux. Et globalement, au Japon, à ce moment-là, en fait, ils ont fait la paix avec la Deuxième Guerre mondiale. Ils savent qu'il y a eu. C'est un peuple qui est pacifiste à ce moment-là et tout. C'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. C'est pour le mieux, hein. Mais je me serais attendu, tu vois, parce que, par exemple, Oppenheimer était interdit. Donc on se dit que, tu vois, il y a des sujets qui sont. Qu'ils auraient pas envie de traiter et tout. Mais voilà. Et ben, je crois qu'on a fini cette petite vidéo. Après, peut-être certains se diront oui, mais c'est parce que c'est les Japonais qui attaquent les Américains. Non, hein, dans Pearl Harbor, ensuite, il y a la contre-attaque américaine qui va bombarder Tokyo, hein. Donc, le Japon est aussi attaqué dans le film. Donc, d'où la pertinence de ta remarque. Ok, Euh, vas-y, je te laisse dire au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. J'ai l'impression que tu me disais de dire au revoir au bus scolaire. Des bisous à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo, ça aide la chaîne, tout simplement. Le partage c'est la vie et merci, un grand merci à tous les tipeurs parce que c'est eux qui nous permettent de faire des vidéos aussi longues sans que du coup on réfléchisse 2 secondes à cette histoire d'algorithme ou pas algorithme. On peut juste faire les vidéos qui nous plaisent en espérant que ça vous plaise. Merci à eux, merci à tous ceux qui commentent, like et aident la chaîne de toute manière que ce soit. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous faire ces vidéos. Des bisous à tous, à très vite, ciao ciao.